Ne pas réfléchir, ne pas faiblir, ne pas se demander quel chemin prendre ni où cela nous mène, mais vivre. Vivre, c'est tout. Pousser d'abord jusqu'à la côte et ensuite piquer vers le large, laisser la ville se déployer sur l'arrière, puis disparaître à mesure que se dessinent au loin les pentes envahies de végétation, et les flancs abrupts, et la poussière, et les cendres. Capter le vent sur sa peau nue, dans ses cheveux, écouter les poissons volants et les goélands, ne pas chahuter les moteurs, conserver la cadence, garder les yeux grands ouverts et fixer le volcan, guetter l'apparition de son flanc nord accessible uniquement par la mer, la voir en ligne de mire comme un cap à atteindre avant la nuit et imaginer ensuite les journées rythmées par les poussées de lave, par les grondements, les vagues et les courants et les tâches à répéter inlassablement. Prendre la pleine mesure de ce qui nous attend, ne pas avoir peur, ne pas se précipiter non plus, ne pas crier trop vite victoire, se réjouir de l'instant présent, de la liberté retrouvée et se dire que le reste viendra, que le reste ira, forcément, inévitablement. Ne plus avoir le choix, en somme, être avec eux, enfin. Bientôt, je dépasserai la pointe extrême de l'île. Je contournerai la falaise de basalte et m'engagerai à l'abri de la passe rocailleuse. J'aborderai le camp de mes parents et j'espère j'oublierai. Il le faut, je le dois. Je couperai le moteur, je nous laisserai dériver. Il y aura le parfum de la myrte, l'odeur de la rose marine et les effluves de chèvrefeuille, de genêt, de passiflore, de caprier. Puis la baie d'un bleu translucide, le ressac faisant couler les galets, et au-delà la cohue des plantes succulentes, les citronniers sauvages et les figuiers de Barbarie poussant à même la roche. Peut-être mon père sera sur la plage à guetter notre approche, ou peut-être pas. Je préférais qu'il y ait seulement son fauteuil vide, un pliable antédiluvien qu'il a trimballé aux quatre coins du monde. Je préférais qu'il soit absent, et ma mère aussi, qu'ils soient en ville pour quelques jours. Je les appellerai une fois à terre avec le téléphone satellitaire et ils seront sur le port à boire un spritz ou déjà chez Nani, pensant me faire la surprise de leur venue. Ils me préviendront qu'un nouveau cratère s'est ouvert dans la partie haute du volcan et que les secousses sont quotidiennes. Ils diront avoir affronté une pluie de cendres, ils me souhaiteront de passer un beau moment et raccrocheront sans préciser la date de leur retour. Avant cela, toutefois, il me faudra relancer le moteur et viser la bouée d'amarrage au milieu de la baie. M'étirer à plat ventre sur le pont, attraper l'anneau, nouer l'ossière sous le regard des garçons que mes jurons durant la manœuvre auront réveillés. Je les imagine très bien, debout derrière, à me fixer comme des merlans. Je les vois d'ici. Ils détailleront ma tenue, mes jambes nues, et je me retiendrai de les envoyer promener, comme la fois où Laurence m'a forcé à m'afficher en bikini devant eux. Je me contenterai de les mettre en garde, je les préviendrai qu'ils vont devoir se mouiller. J'annoncerai qu'il va falloir maintenant se jeter à l'eau, et je sauterai. Pour l'heure, leur sommeil demeure agité. Ils sont couchés sur le dos, de côté sur le balcon avant. Les yeux plissés vers le zénith, le front limpide, les bras en croix et les chevilles et les mollets dans les filières, pendus au-dessus du balancement des vagues. Il leur arrive de gémir, de serrer les mâchoires ou murmurer quelques mots inaudibles. Je les conserve dans l'axe de mon regard, j'aligne leur corps avec le volcan. On dirait deux naufragés exsangues repêchés au large, deux survivants dévorés par la fièvre et les privations. La lumière trouble leur visage, lisse leur peau comme des galets. Je hoche la tête à leurs murmures, je souris. J'ai envie que cet instant dure. Je ne sais pas ce qui nous attend ensuite. Je ne sais ni comment ils vont réagir, ni comment notre vie va s'organiser. Je sais seulement que nous reprendrons vite la mer. Nous quitterons alors la crique, naviguerons face au vent, puis bifurquerons vers la montagne qui, à l'approche de la coulée, est parsemée de profondes ravines. La manœuvre est complexe.
Par des mouvements de barre infimes, je surfe les courants et nous rapproche tout contre la roche, dans une anfractuosité où il me semble une seconde que nous allons éventrer la coque. J'inverse les moteurs, nous tiens sur place en poussant la paroi à main nue. Je glisse ensuite un bout par 3 mousquetons fixés dans la pierre, raccorde la mare de fortune à plusieurs taquets sur le pont et installe les pare-battages pour stabiliser le tout. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nous voilà solidement rivés au volcan. Durant l'exercice, les garçons seront cette fois restés assis dans le cockpit. Ils n'ont pas l'air rassurés. Leur regard circule entre le piton rocheux qui nous plonge dans l'ombre et la surface de la mer, la quantité de poissons morts qui flottent alentour, ventre à l'air. Il n'y a pas de choix maintenant, dirais-je. Ou alors je ne dirai rien, je me contenterai de les regarder qui s'interrogent, qui se demandent si. Ces deux idiots passent leur temps ensemble et ils se connaissent très mal en vérité. Ils ne devinent pas à quel point ils se ressemblent, sont liés par une force étonnante et mystérieuse. Ils ont tant en commun. Le fait de ne pas savoir nager, par exemple, et puis bien sûr l'effet qu'ils ont sur moi. Je m'agenouillerai ainsi à leur hauteur, leur poserai une main sur l'épaule et leur raconterai ce que j'attends d'eux. C'est simple, cela ne comporte aucun risque et ils doivent avoir confiance en moi. D'abord s'acclimater, prendre le temps de reconnaître son environnement, de se faire à l'immersion. Ne pas s'inquiéter de la température de l'eau à cause de la proximité de la coulée de lave et respirer normalement sans chercher à économiser son souffle. Puis repérer l'entrée de la grotte, le goulet étroit de la taille d'un homme, juste sous la surface, et ne pas traîner, s'y faufiler avant que le stress vous rattrape. Ce conduit mesure à peine une quinzaine de mètres quand il paraîtra en faire 100 fois plus. Alors avancez, et surtout, ne pas lâcher le filin attaché tout le long du parcours. Jamais. Y garder une main accrochée dans le noir absolu et avancer et ne pas se soucier des courants, ne pas se laisser entraîner et progresser vers la lumière, effectuer encore quelques battements et remonter pour retrouver l'air et s'estimer fier du chemin parcouru. Alors, demanderai-je après avoir émergé en dernier de l'autre côté ? Ils seront agrippés au filin et ils n'en reviendront pas, je suis prêt à le parier. Ils n'apercevront rien des iridescences, ces halos carmins qui montent des profondeurs et inondent le plafond de la grotte. Je leur expliquerai la veine d'obsidienne rouge courant sur la surface et reflétant dans un jeu complexe les rayons du soleil, mais ils n'écouteront pas, ils ne regarderont pas. Tout ce qu'ils regarderont, c'est l'ouverture sur la mer, au bout. La plage par laquelle il est possible d'arriver jusqu'ici en conservant les pieds au sec. C'est peut-être à ce moment qu'ils comprendront, se réveilleront. C'est peut-être sur cette plage ou dans cette grotte qu'on le fera, même si ce n'est pas le principal, même si d'autres choses comptent. Ici ou ailleurs, à cet instant ou plus tard.